Ça commence toujours comme ça. Chaque annonce d'un nouveau film de la saga apporte son lot d'espérance, d'inquiétude et surtout de spéculation. Les quelques lignes de synopsis ouvrent des possibles dans lesquels on s'engouffre pour y projeter nos idées et nos envies. Jurassic World Renaissance n'y fait pas exception. Une nouvelle île mystérieuse, des ruines mayas à tête de reptiles, des dinosaures redesignés et la promesse de révélation d'un secret caché depuis des décennies. Parmi toutes les idées qui peuvent découler de ces quelques informations, une éventualité. Et si InGen n'avait jamais recréé les dinosaures? S'il les avait trouvés dans un vrai monde perdu, sur cette île, il y a 30 ans. Alors l'objectif ici n'est pas de convaincre, ni même d'argumenter que c'est bien ça qui va se passer dans le film. On n'est pas sur une vidéo théorie, on va plutôt se poser la question, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que Jurassic Park serait encore Jurassic Park si les dinosaures avaient été trouvés plutôt que recréés? Et en vrai, on va pas se poser la question bien longtemps. On le sait que la remise en question de l'acte de recréation des dinosaures est un sujet inhérent à la saga, tout autant que les dinosaures eux-mêmes. Mais malgré ça, chaque épisode ne remet pas toujours la même chose en question. Dans le livre, Crichton questionnait la méthode et la motivation scientifique qu'il considérait comme une course à la réussite, menée par des chercheurs cupides, des ingénieurs cyniques, tricheurs et irresponsables. On se laissait embarquer par les démonstrations un peu faciles de Ian Malcolm, surtout renforcées par l'acrasie de Henry Wu et l'antipathie exagérée de John Hammond. Mais en tant que lecteur, on ne se sentait pas vraiment concerné à titre personnel, et encore moins questionné sur notre rapport aux dinosaures par les critiques de Crichton. D'ailleurs, Crichton avait déjà raconté cette histoire dans Congo, avec des gorilles, croisés génétiquement pour servir la cupidité de leur maître, avant d'échapper déjà à tout contrôle. Donc ce qu'il veut raconter, c'est plus un sujet de fond chez lui, qui ne tient pas vraiment à la recréation de dinosaures, ni même aux dinosaures tout court. Le Malcolm du film aborde le sujet sous un angle un peu différent. Son discours ne critique plus seulement la méthode ou la motivation, il dénonce une transgression, le franchissement d'une limite, le fait d'aller contre nature en recréant des créatures disparues. S'il cible encore nommément les scientifiques, cette fois on se sent davantage impliqué à titre personnel. Ce qu'il dit résonne chez tout le monde. Pas besoin de démonstration avec des graphiques à l'appui pour nous convaincre que John Hammond est allé trop loin, malgré ses bonnes intentions. Que même si sa démarche de recherche d'émerveillement est sincère et désintéressée, il ne fallait pas faire ça. D'ailleurs, c'est à travers l'intention de John Hammond que Spielberg prend le plus ses distances avec Crichton. Le Hammond de Crichton était un héritier de Victor Frankenstein ou du Docteur Moreau. Des démiurges quasi fous, motivés par un objectif égoïste de se faire l'égal de Dieu, par le savoir, la puissance créatrice ou la richesse. Ce sont des œuvres qui condamnent sans équivoque le créateur, et dans lesquelles on prend fait et cause pour la créature lorsqu'elle rétablit l'ordre naturel des choses en se vengeant au passage. Avec le Jurassic Park de Spielberg, on n'en est pas là. Hammond n'est pas un antagoniste, et même si ses créatures se rebiffent également, on reste de son côté, on s'implique dans sa vision des choses et on subit avec lui. Parce que, si pour la majorité d'entre nous en tout cas, on n'est pas des industriels cupides, des vivisecteurs sadiques ou des réanimateurs fous, si on se retrouve autour de cette vidéo aujourd'hui, c'est probable que l'envie de s'émerveiller face à des dinosaures vivants, ça nous parle et ça nous concerne pleinement. Donc on comprend pourquoi le John Hammond du film a fait ce qu'il a fait, et on se dit qu'on l'aurait peut-être fait aussi, même si au fond on sait qu'il faut pas le faire. Le cœur a ses raisons, vous connaissez la suite. Et cet aspect-là, c'est Fallen Kingdom qui l'adresse le mieux, sans doute involontairement. Avec Benjamin Lockwood, Colin Trevorrow introduisait un personnage de père qui tentait de se convaincre qu'il avait réussi à ramener à la vie sa fille disparue. Le film forçait les rapprochements entre la petite fille et les dinosaures, mais il passait à côté du fait que les véritables similitudes se trouvaient dans les intentions de leurs créateurs respectifs. Ben Lockwood et John Hammond avaient la même obsession en tête, faire revenir ce qui leur manquait.
leur fille pour mettre fin à un deuil impossible, les dinosaures pour combler un besoin d'émerveillement inatteignable. Donc Jurassic Park, c'est pas juste une histoire de dinosaures qu'on aurait pu dénicher dans un coin perdu de la planète, c'est pas non plus une histoire de savants fous qui s'improvisent des murges. Jurassic Park, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a cédé à son besoin d'émerveillement, comme on peut céder à n'importe quel besoin impérieux. Un thème finalement plus proche des obsessions de Stephen King que de celles de Michael Crichton. Alors plutôt qu'une nouvelle île du Docteur Moreau, et si on regardait Jurassic Park comme un cimetière des dinosaures ?